Bienvenue à cette toute nouvelle émission de Pour votre information. Content de vous accueillir. J'espère que vous allez bien en ce milieu du mois d'octobre avec, entre autres, cette campagne électorale d'ailleurs qui va bon train. Le 7 novembre, vous aurez un choix à faire, citoyennes et citoyens de Laval. Michel Poisson, qui se présente comme candidat à la mairie, sera là pour nous parler de ses motivations, de ses engagements politiques dans quelques minutes. Aussi, vous aurez l'opportunité d'en apprendre davantage sur l'anxiété, comment on peut traiter le tout par l'hypnose. Valérie Deslandes, notre chroniqueuse, Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de deux films parmi les plus attendus cet automne, soit Venom et James Bond, l'agent 007 aussi, qui reprend du service pour une dernière fois d'ailleurs, où Daniel Craig va le personnaliser. Aussi, on aura l'occasion de parler du mouvement des cadets ici sur le territoire lavallois. On va recevoir deux jeunes qui brillent dans ce corps de cadets du territoire lavallois. Aussi, on va accueillir ici sur le plateau, Mme Mylène Dubois, qui est directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Laval, qui fête son 10e anniversaire. Je souhaite une très belle émission. Vous aurez un choix à faire le 7 novembre prochain avec cette élection municipale en cet automne 2021. Et d'ailleurs, il est le chef de le Parti Laval citoyen, chef du parti candidat à la mairie. Content d'accueillir M. Michel Poisson. Merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi, merci. Question peut-être un petit peu de base, mais pourquoi la mairie de Laval vous intéresse? Pourquoi vous lancez en politique? Continuez, mais vous lancez cet automne comme candidat à la mairie? Après une carrière de comptable professionnel agréé, notamment au Fonds de solidarité, gérer des entreprises, implications dans l'économie sociale et tout, je suis devenu conseiller municipal de Vimont. Je me suis beaucoup investi dans ma communauté, puis je dis souvent amicalement aux candidats, vous savez, un conseiller municipal, ça fait partie d'une communauté. Parce qu'une ville, beaucoup de services de proximité. Puis, au cours des dernières années, la ville a perdu contact avec les citoyens. La structure bureaucratique a pris le dessus. Puis toute la conciliation avec l'environnement, les Lavallois, ce qu'ils veulent, c'est garder un équilibre entre le cadre bâti puis l'environnement. Puis il y a eu des cas un peu délicats. Puis je pense qu'à ce niveau-là, il faut préserver la qualité de vie, les espaces verts. Puis c'est un élément qui tient à cœur aux Lavallois puis à moi aussi, pour l'héritage vert. On va l'aborder d'ailleurs, mais j'ai remarqué que justement, parmi votre plateforme, sur votre site Internet, vous vous engagez à mener quand même assez de façon courante des discussions sur le terrain avec les citoyens et citoyennes. Pourquoi c'est important pour vous de faire ça? Moi, je suis un élu, puis ça est arrivé à plusieurs reprises où la Ville décide d'implanter des mesures d'apaisement, des trottoirs et autres. J'apprends ça même par les citoyens. Ça crée une frustration. Ils viennent à l'hôtel de ville, puis j'ai vu des gens d'autres secteurs. 90 % d'une rue est mécontent des choix que la Ville a faits. Pour moi, c'est pas normal. Moi, je crois beaucoup que la Ville appartient aux citoyens, que le conseiller municipal doit avoir un rôle actif, qu'on doit partir des besoins, que ce soit, peu importe, là, des problématiques de vitesse, peu importe la problématique. C'est la philosophie de gestion qui compte. On doit partir des gens. Si ça ne se règle pas, ces gens-là doivent passer des messages à l'élu qui a un rôle actif pour être sûr que les décisions qui sont prises par la Ville au sens large du terme rencontrent un certain consensus. Parce que sinon, on fait ça pour qui et pourquoi? Puis moi, je dis, on ne peut pas être idéologique, il faut être un peu plus. Puis il y a eu beaucoup de décisions idéologiques qui ont été prises dans les dernières années. Vous savez que les pistes cyclables font couler beaucoup d'encre. Moi, je pense que ce n'est pas le modèle à adapter. Ça prend un modèle de consensus où est-ce qu'on a les besoins des gens de la base, puis il faut trouver le meilleur compromis. Parce que souvent, c'est des compromis, là. Mais c'est très important. Puis moi, je crois à ce modèle-là. Parce que c'est sûr que Laval est une ville très grande en territoire. Ils ont tous leur propre identité. Les quartiers ou les secteurs ont tous leur propre identité. Donc, évidemment, on comprend un peu ce que vous venez de nous énumérer. Vous avez d'ailleurs détaillé votre plateforme sur votre site Internet. Parmi celles qui sont énoncées, je vais avoir peut-être plus de précision, puis peut-être pour les gens également qui iront la consulter ou qui l'ont déjà consultée. Donc, un de vos points 1, c'est
votre premier point, c'est respect et bonification de la déclaration de service aux citoyens. Qu'est-ce que concrètement veut dire cet engagement-là auprès du citoyen moyen? Ça a été mis sur pied il y a une vingtaine d'années, où est-ce qu'il y avait une déclaration avec des délais de service. Aujourd'hui, là, le nombre d'appels au 3-1 augmente de 15 par année. On parle de 15 sur 200 000, alors que la population augmente de 2 Il y a une frustration énorme dans la population, puis les employés sont pris au travers d'une structure très compliquée, mais le citoyen est très frustré de ça. Parce que comme élu, moi, je reçois des appels. Puis là, ça peut être de toute nature. Je me dis, attendez, là, il y a 10 ans, la Ville, au niveau des services de proximité, ça fonctionnait. Pourquoi ça ne fonctionne plus aujourd'hui? Fait que ça, parce qu'une ville, c'est quoi? C'est d'abord les services de proximité, puis les citoyens âgés diraient, vous augmentez les taxes à tous les années, nous autres, on trouve ça moins drôle. C'est la base. Après, on a un paquet de trucs périphériques, que ça peut être l'environnement, les loisirs, la culture et autres. Mais la base, là, c'est que si on ne ramasse pas les déchets, le téléphone sonne. La voirie et compagnie. La voirie, le déneigement, c'est l'essentiel des appels, les arbres ou peu importe. Et le point 2 qui dit vers une ville verte et durable, comment conjuguer, quelle est votre vision entre développement économique et à la fois développement durable? Quelles sont vos propositions aussi? Moi, je vous dirais, vous savez que j'ai une carrière au Fonds de solidarité et tout, fait que développement économique, j'ai fait ça toute ma vie pendant 30 ans. À Ville-de-Laval, le développement économique n'est pas un problème, OK? Ça va tout seul. Oui, il faut aider les gens, mais on n'est pas à Mont-Laurier où est-ce qu'on a le défi d'amener des entreprises. On a plus un défi de s'assurer de ne pas dégrader la qualité de vie des citoyens. Puis à ce moment-là, je vous dirais, le long de la 13, un débat actuel, près du fameux Smart Center, les centres d'achat, la Ville propose de dézoner le secteur commercial pour implanter un zonage industriel pour accueillir un méga entrepôt. Mais les camions vont être directement dans la cour des résidents. Bon, moi, je ne suis pas contre l'implantation de l'entreprise. Au contraire, je suis pour. Mais ça prend un compromis, ça prend une zone tampon. On ne peut pas mettre des camions pour livrer dans la cour des citoyens où on va venir dégrader leur qualité de vie, dégrader la valeur des maisons. Moi, je pense que comme Ville, on a une obligation morale de concilier les deux. Puis si on n'est pas capable de concilier les deux, bien, il faut peut-être revoir notre plan puis dire on va faire des compromis. On n'est pas là juste collecter des taxes, une ville. Je comprends qu'on veut détecter des taxes, puis moi, je suis préoccupé par la création d'emplois à Lavallois à valeur ajoutée, technique, professionnelle. Mais il faut absolument ne pas dégrader la qualité de vie, sinon les gens vont vendre leur maison. Des aînés, des familles également, on comprend votre message. Il nous reste peu de temps, M. Poisson, et je veux vous le laisser pour pouvoir vous adresser aux Lavalloises et Lavallois qui auront un choix à faire le 7 novembre prochain, campagne électorale évidemment municipale, l'aboutissement. Donc, pourquoi les gens devraient voter pour vous et votre parti, votre équipe Laval le citoyen? Là? Écoutez, on a une équipe de gens assez complémentaires qui viennent autant du milieu communautaire, du monde des affaires, de relations d'aide. Moi, personnellement, 30 ans d'expérience comme comptable professionnel agréé, fonds de solidarité, gérer des entreprises, conseil d'administration. J'ai 8 ans de vécu comme conseiller municipal, donc je connais la ville de l'interne. Je veux qu'on reprenne contact comme ville avec les citoyens, qu'on puisse régler les problèmes, qu'on ramène un rôle actif au conseiller municipal qui devient la courroie d'engrenage. Puis au travers de ça, il faut léguer une ville où il y aura une conciliation harmonieuse entre l'environnement puis le cadre bâti. Puis ça veut dire que ça va prendre un peu de courage pour promulguer des règlements qui ont une certaine vigueur. On parle de développement des golfs dans l'Ouest qui crée beaucoup d'inquiétudes. Là-dessus, moi, je pense que je me suis exprimé, je le fais encore. Il ne faut pas construire des tours à condo partout. Il faut peut-être même aller chercher de l'appui de la CMM, du gouvernement du Québec, pour qu'on puisse trouver une harmonie puis éviter de faire des méga-développements où est-ce qu'il y aura des milliers de maisons, où est-ce qu'on va créer des problématiques environnementales, mais aussi accentuer des problématiques de circulation. On veut une ville harmonieuse, que les gens sont fiers d'y vivre. C'est sûr qu'au travers de ça, on est capable d'implanter des places communes pour créer une vie, que ce soit dans Pont-Viau, que ce soit dans les anciennes villes, pour que les gens puissent aller prendre une marche, prendre un café, le bistrot, le resto, au travers des habitations. Ça nous apparaît intéressant de livrer une ville de qualité et non pas un développement accentué.
Monsieur Poisson, merci beaucoup de nous avoir parlé, de nous avoir accordé du temps. Puis évidemment, les Lavalloises de Lavalloire ont un choix à faire le 7 novembre prochain. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci à vous. Le programme des cadets à Laval qui est très dynamique. Et est-ce que vous connaissez aussi ce mouvement des cadets de l'interne? On en a 2 jeunes qui, d'ailleurs, ils sont et qui brillent depuis quelques années. Dans l'ordre, l'adjudant-chef Salima Bitar, merci d'être avec nous. Et également le sergent Karam Al-Batal, merci d'être avec nous tous deux. Et spontanément, comme ça, j'ai le goût de vous demander pourquoi le mouvement des cadets, le corps des cadets vous a attiré dans un premier temps, chacun d'entre vous? Personnellement, moi, je suis dans un corps des cadets de l'armée. Alors, nous sommes plus axés sur l'expédition et c'est exactement ce qui m'a intéressée, surtout que le canot a toujours été une passion pour moi depuis que je suis toute petite. Alors, toute cette partie d'expédition, canot, vélo de montagne... L'aventure! Exactement. Toute cette partie-là m'a intéressée et c'est ce qui m'a poussée à m'inscrire. Okay. Et pour vous? Moi, je suis dans un corps de cadet qui est plus axé vers l'aviation. J'ai toujours aimé l'aviation, ça m'a toujours passionné. Ce qui m'a attiré surtout chez les cadets, c'est les opportunités que ça pouvait m'offrir, comme les pilotes de planeur, le permis de pilote normal. C'est vraiment des opportunités uniques dans ce programme. Ouais. Donc, peut-être pour en faire un métier plus tard. Et sait-on jamais? Je ne veux pas vous prendre au dépourvu, mais c'est un intérêt que vous aviez plus jeune. Ouais. Vraiment. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, il y a 3 divisions, je pense, dans les corps des cadets. Là. Il y a l'aviation, oui. De terre, c'est bien ça, puis de marine, c'est bien ça? Exactement. Oui. Si vous pouvez m'en parler un peu de chacun des... peut-être de ces divisions-là, parce que vous êtes en mesure de bien, je pense, les connaître. Je vais commencer spontanément de terre comme ça. Peut-être les particularités, des choses que vous apprenez au quotidien lorsque vous vous rendez, justement, avec des gens, des collègues comme vous, là. Si vous pouvez m'en parler davantage un peu. Eh bien, nous, comme les autres éléments, nous avons des particularités en commun, mais nous avons aussi notre propre particularité à nous, l'armée de terre. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes très axés sur l'expédition. Ouais. Nous faisons beaucoup de canots, aller en vélo de montagne. Nous apprenons aussi aux cadets à monter des tentes en A et à vraiment survivre dans la forêt par rapport à eux-mêmes. Nous faisons aussi de l'escalade, beaucoup d'activités en plein air. Donc, comment se débrouiller, tout ça. Exactement. D'abord, et pour vous aussi, donc, qu'est-ce qui peut-être... on parlait de choses qui se rejoignent, mais qu'est-ce qui peut-être en aviation est différent de d'autres divisions? Si vous pouvez m'en parler aussi. Donc, nous, c'est plus axé sur l'aviation et l'aérospatiale. On a plusieurs camps d'aviation, comme les pilotes planeurs, etc. Et même, on fait plusieurs camps d'aérospatiale. On fait aussi plusieurs activités en commun, comme la survie, les sorties dans d'autres villes, etc. OK. Et quand on parle de choses qui sont connexes, des choses que vous apprenez, qu'est-ce que c'est? C'est-tu dans les valeurs qui sont prônées? Est-ce que c'est dans... pas seulement, tu sais, je comprends qu'il y a des sorties qui sont similaires, mais autrement que ça, qu'est-ce qui... autant si vous êtes dans la marine que si vous êtes dans l'aviation ou dans l'armée de terre ou dans la division de terre, qu'est-ce qui est similaire côté peut-être études ou choses que vous apprenez? Eh bien, nous avons tout ce qui est civisme, leadership, toute cette partie-là, toutes les valeurs. Nous avons tous les mêmes valeurs qui est de créer des citoyens pour le lendemain. Et nous avons aussi ce slogan qui est « Le cadet par le cadet ». Alors, nous prenons le leadership, le civisme et l'aide à la communauté. OK, donc, quand on parle de leadership, qu'est-ce que ça peut être concrètement? Est-ce que c'est des cours, puis là, vous apprenez, et le civisme, par exemple, est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez me donner plus concrètement un peu? Pour le leadership, on apprend à gérer une équipe en tant que chef d'équipe ou en tant qu'une personne qui est dans une équipe, pas nécessairement son chef, à savoir bien se comporter avec les autres, être une personne impliquée dans la communauté, exactement, en faisant des activités communautaires, en faisant plusieurs aides, bien sûr, avant la COVID. Et surtout, c'est bien être, bien traiter les autres et bien se traiter soi-même. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes de meilleures personnes j'avance ça en ne disant pas que vous n'étiez pas de bonnes personnes avant, mais est-ce qu'avec les valeurs, ce que vous avez appris à travers jusqu'à présent, votre passage au sein des cadets, vous pouvez dire que vous êtes un meilleur citoyen, vous avez été une meilleure personne aussi? Est-ce que je peux dire ça? Ou... Oui. Oui, bien sûr. Oui?
Oui. Aussi, est-ce que pour vous, je comprends qu'il y avait des activités qui pouvaient se tenir avant la pandémie. Maintenant, c'est un contexte un peu différent avec la COVID, ce qu'on connaît présentement. Mais comment ça s'effectue là, ces jours-ci avec les cadets? Là? Comment les activités se déroulent pour vous? Est-ce que c'est un peu différent? Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu dans le contexte de pandémie? Oui, ça a surtout pas mal changé après la pandémie. Ça diffère d'escadron en escadron. On est pas mal tous en présentiel. Certains escadrons offrent la partie virtuelle. Et tout dépendant de l'emplacement de l'escadron, on demande le passeport vaccinal. Donc, pour ceux qui n'ont pas le passeport vaccinal, il y a certains escadrons qui offrent la partie virtuelle. Bien sûr, on respecte toutes les mesures de la COVID, comme la distanciation sociale, les masques et la désinfection de tous les endroits par là où on passe. Il y a aussi une limite de cadets par local. OK. Par endroit là, physique, là, en présentiel. Et bon, il ne faudrait pas non plus que j'oublie, parce que là, on a parlé un peu de vos réalités, mais il y a également, bon, ici, il faut dire, à Laval, au sein du programme de cadets, il y a aussi la division de la marine, là, également. C'est important de le mentionner pour ceux qui auraient de l'intérêt pour la marine. Donc, il y a aussi possibilité de s'inscrire, parce qu'on est en... Je pense que... Puis, vous saurez me le dire, mais est-ce qu'on est toujours en période d'inscription? Tu sais, si un jeune, par exemple, capte actuellement cette entrevue et veut en apprendre davantage, puis veut s'inscrire en plein milieu d'année, est-ce que c'est possible de le faire à tout moment, de s'inscrire au sein du programme de cadets? Les inscriptions sont ouvertes durant toute l'année. Peu importe quand on vient, c'est toujours ouvert. Toujours ouvert, exceptionnellement, parfait. Donc, on vous souhaite d'ailleurs une bonne poursuite. Je ne sais pas, est-ce que pour vous, c'est de peut-être un jour, parce qu'il faut aussi préciser que ce n'est pas nécessairement, on est dans les cadets, mais c'est pas nécessairement pour la suite des choses, aller dans l'armée. Vous pouvez faire toutes sortes de métiers. Là. On peut être dans les cadets sans nécessairement avoir d'aspiration aussi pour aller au sein de l'armée canadienne. C'est peut-être important aussi de mentionner ça. Oui, après les cadets, il n'y a pas du tout d'obligation d'aller dans l'armée. On dit même qu'il y a autant de gens qui sont dans les cadets qui vont dans l'armée et que des gens qui n'étaient pas dans les cadets qui sont dans l'armée. Dans l'armée par la suite. Donc, c'est vraiment... On retient ce que vous nous avez dit, c'est pour les valeurs, développer des citoyens, citoyennes avec un sens du leadership, du civisme, un sens de l'implication également dans leur communauté. Je pense que ce sont parmi les valeurs les plus souvent mentionnées et que vous nous avez si habilement démontrées. Je vous souhaite une belle poursuite, une belle continuité. Puis évidemment, tous les liens sont au bas de l'écran. Si vous avez un intérêt pour donc, le programme des cadets à Laval, vous savez maintenant comment pouvoir joindre les personnes donc requises pour s'y inscrire. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Cet automne, le Centre de pédiatrie sociale de Laval, qui d'ailleurs célèbre son 10e anniversaire, on a avec nous la directrice générale, Mme Mylène Dubois. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut parler de retour à la vie normale pour vous cet automne, même si on est en 4e vague de la COVID-19? Tranquillement, on reprend les activités en présentiel, comme on dit, auprès des familles. On refait les groupes d'enfants également, des activités, les buts de classe étant abolis. Nous, ça nous permet de faire des activités de groupe, donc de voir plus d'enfants. Le 10 ans, on l'a dit, évidemment, c'est toutes sortes de défis auxquels vous avez dû faire face durant les 10 premières années. Si je vous demandais comme ça d'emblée, quel est votre bilan, votre constat des 10 dernières années ici au sein du Centre de pédiatrie sociale de Laval? 10 ans, il s'en passe des choses. Quand on a fait le bilan, ça donne en chiffres plus de 30 000 interventions, plus de 700 enfants qui ont reçu des services. En 10 ans, certains ont atteint leur majorité, donc nous ont quittés. Puis c'est aussi maintenant 3 points de service. En 2011, on a ouvert à Place Saint-Martin. Maintenant, on a un point de service à Chemédé, un point de service à Pont-Viau. Donc, c'est une équipe qui a triplé pour pouvoir offrir des services dans 3 quartiers plus vulnérables de Laval. Oui. Est-ce que dans ces 10 dernières années-là, et combiné aussi avec la pandémie, on remarque une recrudescence de besoins ici sur le territoire lavallois? Si en plus vous avez ouvert d'autres points de service, est-ce que ça démontre ça aussi? Tout à fait. On remarque notamment à Chemédé, Laval a un gros boom démographique. Laval
beaucoup d'enfants en situation de vulnérabilité. Il y a des grandes inégalités sociales entre les différents quartiers. On peut comparer Laval-sur-le-Lac et Chemédé, par exemple. Ouais. Donc, c'est des écarts très, très impressionnants. Et visibles. Visibles. C'est des familles qui vivent avec moins de 30 000 de revenus familial par année. Donc, avec le coût des logements, vous imaginez que l'épicerie est amputée énormément. Ouais. Donc, c'est des familles qui sont vulnérables sur le plan économique et social. Chez Médé, on a une grande liste d'attente également. Donc, on est en train de revoir avec le centre de services scolaires, peut-être agrandir nos locaux ou voir comment on pourrait accueillir plus d'enfants dans les prochains mois, les prochaines années. Et on s'attend à davantage d'immigration et la pandémie a causé beaucoup de naissances également. Oui. Ouais, les gens ont du temps. Oui. Pour faire plein de choses intéressantes. Mais est-ce que, tu sais, on parle de besoins, je comprends, donc filet social, pauvreté, de la misère à se nourrir, tout simplement les éléments de base de la vie courante pour une famille. Est-ce que ça a, par contre, exacerbé certains cas, c'est-à-dire type de violence, type de peut-être de jeunes qui peuvent être témoins de toutes sortes de choses chez vous? Est-ce que vous avez pu remarquer ça également dans les 19 derniers mois aussi? C'est sûr que la pandémie a mis beaucoup de pression sur des familles qui étaient déjà en situation de vulnérabilité, donc ça l'a exacerbé cette tension intrafamiliale. Les cas de violence conjugale, on en a vu partout au Québec. Oui. Nous, on est vraiment... on travaille en prévention, donc on a... disons, accentué nos services et nos liens justement pour prévenir toute situation qui mènerait à un drame familial. Nos travailleuses sociales travaillent d'arrache-pied pour maintenir le lien avec les parents et aussi avec les enfants. C'est important de parler aux enfants, seul à seul, pour s'assurer que tout va bien. Les symptômes dépressifs, anxieux, voire même des idées suicidaires ont augmenté aussi dans les derniers mois, notamment en lien avec le confinement, être éloigné de ses amis, être éloigné de l'école. Ça met beaucoup de pression sur des enfants. Donc là, on est en train de rattraper les conséquences des derniers mois. Oui. On va surveiller ça de très, très près. Mon visage a changé un peu en entendant ces choses-là. Je pense pas qu'on peut rester... Quand c'est en plus une question d'enfants, de femmes aussi, bien sûr, là, mais on ne peut rester insensible à ça. Tournons la discussion vers quelque chose de positif, parce que pour continuer d'aider les familles, les gens sur le territoire lavallois, campagne de financement quand même est ambitieuse, intéressante. 100 000 c'est votre objectif pour les 10 ans. Et ces 100 000 $-là vont servir à quoi, par exemple, plus concrètement là, pour les gens qui... Dans le fond, c'est vraiment au niveau des ressources humaines, avoir davantage de professionnels cliniques comme des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs. Et on est en train d'évaluer le projet d'agrandissement pour accueillir davantage d'enfants à Chemédé et Pont-Viaud, où la limite physique limite nos interventions possibles. Donc là, on est arrivé au point de rupture où on doit mettre des enfants sur une liste d'attente, ce qui est crève-cœur. Donc, on veut trouver une solution rapidement pour répondre aux besoins des familles qui sont criants. Donc, c'est à ça que va servir notre 100 000. La campagne de financement qui est soutenue par Fiera Dette Privée, qui est notre partenaire majeur cette année. Et on compte sur les Lavallois, les entreprises, le public pour venir en aide aux enfants de leur communauté. C'est sûr. Puis la façon de donner, j'imagine, est multiple. C'est-à-dire qu'on peut le faire sur le web. On peut... de quelle façon on peut vous donner de l'argent là, pour que vous puissiez atteindre votre objectif? Sur notre site Internet, www.cpslaval.org, il y a toutes les façons de donner. Une entreprise peut s'impliquer grâce à une activité d'équipe et dont les profits nous reviennent. Il y a différentes façons, mais vous pouvez faire des dons en ligne sur notre site sécurisé. Venir nous visiter également. Une image vaut 1000 mots. Puis, c'est sûr que ça va... faire fondre les cœurs. Puis, bien, certainement. Puis, est-ce que aussi... puis peut-être, je comprends que c'est une clientèle, vous avez des experts, des gens formés pour intervenir, mais est-ce que quelqu'un qui est à la maison qui peut-être n'a pas l'argent pour donner, mais qui aimerait s'impliquer, donner du temps en tant que bénévole, est-ce que vous en recherchez aussi? Tout à fait. On a le programme Grands Amis. La pandémie tire à sa fin, donc on est en plein recrutement pour des bénévoles qui veulent créer un lien significatif avec les enfants. Sur notre site Internet, dans la section Programme Grands Amis, vous pouvez vous inscrire. La prochaine soirée d'information va être le 8 novembre. Okay. Donc, très bientôt.
pour renflouer notre banque de grands amis. C'est un adulte significatif dans la vie d'un enfant. C'est une sorte de parrainage, quoi? Exactement, un peu comme grand frère, grande sœur, si je peux faire le parallèle. Mais nous, en pédiatrie sociale, c'est les grands amis. On en a depuis plusieurs années. Les jumelages perdurent, des beaux liens qui se sont créés entre des enfants et leurs grands amis. C'est ça, puis j'imagine qu'il y en a certains qui se sont peut-être faits quasiment depuis les 10 dernières années, là, mais tu sais, qui se continuent dans le temps, qui continuent de grandir pour des gens qui sont devenus maintenant des adultes ou presque. Là. Qui ont gardé leur lien sur Instagram. Donc là, c'est un autre niveau. On n'est plus allé jouer au parc, mais à parler sur Instagram. Sur Instagram, c'est ça, rester en contact. Bien, un grand merci de faire ce travail nécessaire et salutations à tous ceux qui travaillent très fort au sein de votre équipe. Je pense que on doit leur envoyer tout notre amour, notre support, notre appui, aussi moral en pensée. Donc, Mylène Dubois, directrice générale du Centre de pédiatrie sociale de Laval, merci beaucoup d'être passée. Merci à vous. Elle est hypnothérapeute, propriétaire également de sa propre clinique globale hypnose. Valérie Deslandes, chroniqueuse, salut! Salut Alex! Merci d'être là. Tu nous parles de quelque chose. C'est quoi ça, l'anxiété, le stress? Je connais pas ça, vraiment pas, vraiment pas. Moi, je dois l'avouer, je pense que les gens l'ont peut-être un petit peu perçu. Je suis un gars un peu quand même stressé de nature, anxieux de nature, mais je pense que j'ai réussi à bien canaliser ce stress-là, cette anxiété-là, mais il y en a qui ont peut-être moins cette possibilité-là ou cette aisance-là. Donc, tu peux les aider, puis c'est quoi un des cas les plus courants des gens qui vous appellent, je pense, chez vous, là, et chez toi? Oui, ça représente 70 des appels entrants, les gens qui veulent soulager leurs symptômes dans leur corps liés au stress et à l'anxiété. C'est bien, Alex, que tu dises ça par rapport à toi, parce qu'il y a effectivement une partie normale dans le stress. C'est pas tous les gens qui vivent un stress relativement normal qui font appel à la thérapie ou à l'hypnose thérapeutique. C'est plutôt au moment où ça commence à envahir le corps et où on en ressent des symptômes. Puis est-ce que, tu sais, des fois on dit ça, je sais que c'est un peu plus populaire, là, c'est dans l'imagerie populaire, mais on dit qu'il y a du bon stress puis du mauvais stress. Est-ce que c'est ça ou c'est vraiment simplement les gens qui le reçoivent de manière différente qui vont juger si c'est un bon ou un mauvais stress? Ou de façon peut-être plus... je sais que c'est peut-être pas faux que je le dise, mais médical ou dans votre interprétation, il y a du bon et du mauvais stress? Ben oui, on considère qu'il y a un bon stress aussi, dans le sens où si je vis une fébrilité avant de venir faire une chronique avec toi, par exemple, on n'est pas en train de parler de mauvais stress. Non. Le mauvais stress, c'est quand on peut dire « je suis insécure de quelque chose, je suis inquiète de quelque chose ». Là, on commence à parler de gérer un stress qui peut être plus nuisible. Okay. Quand les gens le gèrent, ça l'arrête là. Le problème, c'est quand on ne sait pas comment le gérer et que ça se transmette dans le corps en symptômes. Ça nous envahit, ça nous paralyse, ni plus ni moins, là. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, ça peut faire toutes sortes de choses. Il y en a qui sentent vraiment des effets dans leur corps. Le plus connu, c'est ceux qui pensent qu'ils font une crise de cœur. Il y a tellement de gens qui nous parlent de ça. Ils ont quelque chose dans la cage quand ils sont en état d'anxiété. C'est tellement déplaisant. Là, on peut vraiment dire c'est un mauvais stress. Oui. Là, quand même, quand on pense qu'on va frôler la mort, là, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et donc, il y a des aspects, tu en as un peu parlé, des façons de soulager tout ça, des techniques que vous pouvez faire. Oui. Bien, dans les rencontres, ça se passe en différentes sections, si je peux dire. D'abord, on amène... Ben oui, selon les cas, on voit d'où la personne part, à quel point ça envahit la vie, est-ce que la personne a déjà cheminé. Alors, on amène beaucoup de compréhension, connaissance et conscience dans le sujet. Parce qu'il n'y a pas juste du mauvais. Non, c'est ça. Puis est-ce que c'est... je pense que tu me glissais... Parce qu'on en parlait un petit peu avant d'ouvrir, évidemment, les caméras, les micros et tout ça, mais je pense que c'est une des meilleures façons pour traiter aussi l'hypnose, ces cas de stress très envahissants. L'hypnose thérapeutique est effectivement reconnue comme étant un moyen ultra efficace de soulager les symptômes du stress et de l'anxiété, effectivement, parce que c'est rapide. Et ça, c'est très apprécié des gens. Oui. Alors, non seulement on fait l'hypnose, mais en plus, les gens peuvent repartir avec leur propre autonomie, d'utiliser leurs outils. Souvent, on enseigne l'auto-hypnose. Okay. Et ça permet aux gens de retrouver dans leur vie le calme émotionnel. Parce qu'il faut dire, Alex, c'est intéressant de savoir que l'inverse du stress et de l'anxiété, c'est pas la joie et le bonheur. Okay. C'est le calme. C'est retrouver le confort à vivre dans notre propre corps. Une sorte de zénitude ou... Oui, la paix. Qui ne veut pas la paix? Ben non, clairement, c'est clair qu'on veut la paix et l'amour, mais est-ce que c'est... tu sais, quand tu parlais d'auto-hypnose, là, je comprends que on n'a pas votre formation, donc c'est pas nécessairement les mêmes rudiments
que ce que vous faites à un client. Donc, qu'est-ce que c'est l'auto-hypnose qu'on peut faire à la maison à peu près? Je comprends que tu ne peux pas nous donner ça en quelques minutes, là, mais... oui, en fait, je peux donner ça en quelques secondes même, parce que c'est beaucoup plus simple que ce que l'on pense. L'auto-hypnose, c'est le résultat final d'une hypnose thérapeutique faite avec un professionnel en bureau. Donc, parfois, c'est juste une image. Donc, ça prend 1 seconde. Ah oui? Oui, ça arrive comme ça. Et quand on va vivre l'expérience ensemble, tu vas avoir ton propre auto-hypnose et tu pourras nous en parler. J'ai hâte, d'ailleurs, très, très hâte. Ça arrive prochainement. On saura y revenir. Mais donc, ça fait partie des outils que tu peux donner aux gens à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres outils, justement, qu'on peut faire à la maison pour, au quotidien, là, tenter d'un petit peu atténuer ces effets-là des oui, il y en a beaucoup. Ça dépend des gens, ça dépend des goûts. C'est certain que moi, l'hypnose thérapeutique, je trouve que c'est le plus performant parce qu'on arrive à transformer des choses à l'intérieur de soi. Mais c'est certain qu'il y a plein de techniques super reconnues. La méditation, il y a des hypnoses sur YouTube aussi, notamment Olivier Locker, qui est celui qui a créé la science de l'hypnose humaniste qu'on utilise chez Global Hypnose. Il y a la respiration, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que, d'ailleurs, je t'interromps 2 secondes, mais est-ce que la respiration, souvent, je me faisais dire ça, là, tu prends une grande inspiration, puis là, bon, tu relâches après ça, puis là, tu comptes 3 secondes. L'espèce de 3-4 secondes là, qui nous est dit, ça, c'est-tu plus comme quelque chose un peu plus de légende urbaine qui n'est pas vraiment efficace? Ou Je crois profondément que tout est bon et que s'il existe autant de choses, c'est qu'il existe autant d'humains différents. Je crois que chaque personne qui vit de l'inconfort dans sa vie doit trouver la bonne manière pour elle de se soulager, que ce soit l'hypnose ou pas, que la respiration aide ou nuise. Ça m'arrive de me faire dire « Dis-moi pas qu'il faut que je respire ». D'accord. C'est OK, on va faire autre chose. Alors, moi, je suis spécialisée vraiment au niveau de l'hypnose, puis je trouve que c'est un outil qui est vraiment rapide et efficace. On en reçoit des excellents témoignages, mais jamais je vais obstiner quelqu'un qui me dit « ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pas pour moi ». Il faut trouver sa place pour se soulager. C'est ça. Il y en a qui vont faire, tu sais, comme moi, j'aime beaucoup, j'ai une application de méditation. Donc, tu sais, de temps à autre, quand j'en ressens le besoin, quand j'ai un quotidien qui est plus stressant, je sors mon application, puis je fais un 15-20 minutes selon les cas, selon nos besoins, évidemment. Et il y a une grande différence entre ce qu'on fait à la maison et ce qu'on fait dans un bureau avec un professionnel. C'est correct? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, comme tu dis, je pense que c'est de s'y trouver là-dedans, de trouver son compte. Grand plaisir. Valérie Deslandes, tu reviens nous parler. D'ailleurs, je fais un petit... je sais pas, je vais pas te prendre au dépourvu parce qu'on n'avait pas jasé de la prochaine chronique éventuelle, mais tu viens nous parler de quoi la semaine prochaine? Bien, la semaine prochaine, je vais vous parler des enfants, des adolescents et des jeunes adultes parce que c'est une génération de laquelle on prend un grand plaisir à s'occuper, surtout dans les circonstances. Oui, actuelle avec la pandémie. Puis l'écran, j'imagine aussi, d'être toujours arrivé devant l'écran, les jeux vidéo doit aussi être des déclencheurs de choses qui... Entre autres, un des plusieurs déclencheurs. Oui. C'est à voir et à retenir pour la semaine prochaine. Un grand merci. Merci, Alex. Très content de l'accueillir. Vous le savez, on est amis. Alors, il y a toujours un petit sentiment là, de salon à peu près quand on se parle, ma chère Sarah Maud. Je vais quand même préciser que tu es photographe professionnel généraliste, également photojournalisme. C'est du domaine dans lequel tu viens. Et puis, tu es ambassadrice pour Nikon Canada. Importante, évidemment, marque, évidemment, qui font des beaux Kodak comme celui-là dans le domaine de la photographie. Merci d'être là, Sarah Maud. Ça me fait plaisir. Si mon représentant Nikon t'avait entendu dire le mot Kodak, je pense qu'il t'aurait arraché il m'aurait ramassé probablement. Appareil photo. Oui, c'est ça, c'est une entreprise qui n'existe plus. Donc, on n'est pas là à craquer les petits appareils jetables, là. Non, on n'est plus rendu là. C'est ça. On est rendu loin de ça. Et surtout, quand on voit tes photos, on voit qu'il y a un travail artistique qui est fait derrière. Et de plus en plus, même quand on veut s'exprimer sur les médias sociaux, l'image et les perceptions qui sont autour de celle-ci, c'est de ça que tu veux nous parler, parce que ça diffère d'un homme à une femme aussi. Oui, bien, en fait, c'est intéressant parce que, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu une photo qu'un ami de moi a pris de moi. Donc, en fait, Stéphane Fortin, assistant, ami, proche. Il a fait une photo de moi pendant que je partais, après avoir shooté ensemble. Et cette photo-là, quand je l'ai reçue, j'ai trippé dessus. Je l'ai trouvée belle. Ça rejoint ma démarche artistique. Ma démarche artistique, c'est vraiment, généralement, dans ma vie de photographe, j'essaie d'aller provoquer gentiment les gens que je photographie, de tester toujours avec un peu d'humour ou de plein de manières psychologiques que je connais, les limites pour voir jusqu'où je peux aller.
parce que mon but, c'est vraiment de faire sortir les gens de leur zone de confort pour voir réellement qui ils sont ou des particularités. Ou alors, pour moi, la photographie, c'est de faire aussi ressortir des moments. C'est pas juste un faciès. Ou une émotion, c'est vraiment... Je vais chercher une émotion, je vais chercher un moment où les gens oublient qu'ils sont vus. Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de peur du jugement, entre autres. Donc, quand les gens oublient cette peur-là, quand ils se sentent suffisamment en confiance, bien là, dans ce cas-là, j'arrive à entrer et à capturer quelque chose que j'aime dans la photographie. Donc, toute ma démarche artistique est basée là-dessus. C'est vrai. Puis moi, j'ai très, très hâte parce que j'ai déjà fait un shooting photo avec toi, mais je me promets de le refaire bientôt. J'aimerais ça. Et tu m'as demandé, justement, jusqu'où je serais prêt à aller. Puis là, j'ai le goût qu'on ouvre les... On ouvre les valves, on ouvre les possibilités. J'ai le goût vraiment de me lâcher lousse. Bien, c'est super, mais pourquoi? Parce que je me sens dans la milieu trentaine, je me sens dans un endroit où je me sens bien avec moi, je me sens bien avec mon corps, je m'entraîne, je prends soin de moi aussi. Puis ça a développé une certaine confiance. Je te dirais que j'avais peut-être pas, il y a peut-être un 5-10 ans quand on s'était vu pour un shooting photo. Mais est-ce que c'est parce que tu me fais confiance aussi? Aussi. Bien, donc là, je te ramène à la photographie. Oui. Parce que justement, c'est la confiance puis de se sentir soi-même avec quelqu'un. Quand on n'est jamais aussi proche de quelqu'un que quand on est ami avec. On n'est jamais autant nous-mêmes que quand on est amis avec. Donc, c'est vraiment dans ça, la photographie, pour moi. Bien, puis je sais que là, les gens vont dire je t'ai arrangé avec le gars des vues, là, mais il y a aussi que tu réussis à créer un lien puis créer une connexion, une proximité avec les gens rapidement. Et c'est là aussi où le rôle du photographe peut faire une grande différence. Là. Oui. Puis tu t'as expliqué ta démarche aussi. Donc, tu as ce désir-là aussi de connecter avec les gens, puis ça se ressent. Mais moi, je suis passionnée par l'être humain. Je suis passionnée par la façon dont les gens voient la vie, leur vision des choses, parce que pour moi, la réalité est tellement une question de perception. Oui. Et donc, la réalité dépend de tout le monde, de la vision de tout le monde. On n'a jamais la même... Il n'y a pas personne qui a la même réalité ou la même façon de la voir. Donc, moi, je suis fascinée par ça. Pour moi, un être humain, c'est un autre univers. Donc, je voyage à travers les êtres humains. J'adore ça. Puis, d'ailleurs, ça nous amène aussi à se poser la question comment on peut choisir... tu as parlé de la photo, une photo que tu trouvais belle de toi. Donc, comment on peut choisir une photo de profil? Bien, en fait, cette question-là, en fait, le sujet de l'entrevue aujourd'hui, de la chronique d'aujourd'hui, c'est venu du fait que Stéphane Fortin, donc mon ami, m'a envoyé cette photo-là que j'ai adorée dans ma voiture, où ça rejoint ma démarche, donc d'être totalement moi. Je suis assise, tout croche dans mon char parce on la voit à l'écran, d'ailleurs, au moment de se parler. J'ai jamais l'art de m'asseoir correctement. C'est un truc que je développe depuis très longtemps. Mais bref, je conduis, je suis moi-même. J'ai ma caméra à côté, donc ce qui représente quand même presque 50 de mon existence depuis les 10-15 dernières années. Et je suis heureuse, je conduis, je suis dans ma voiture. C'est mon univers. T'sais. Et il m'a envoyé cette photo-là et moi, j'ai tripé dessus. Et je l'ai envoyée à ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, puis je lui ai dit, regarde, je pense que cette photo-là, ça me correspond, je l'aime. Je vais la mettre en photo de profil. Elle me dit, c'est une super belle photo, mais mets-la pas en photo de profil. Et là, c'est parti. Avec cette réflexion-là, cette discussion-là est partie et j'ai été amenée à poser la question à plein de gens. Et tu me l'as demandé, en plus. Et toi y compris. Pourquoi c'est quoi ta perception de cette photo-là et pourquoi je ne devrais pas la mettre? Ou pourquoi est-ce que je devrais la mettre? Est-ce que tu te souviens de ta réponse? Je me rappelle très bien de ce que je t'ai dit. Moi, je te disais de la mettre parce que je trouvais que ça te représentait bien, justement, parce que tu es une femme d'action, une femme qui... bon, on le disait, on voit un appareil photo sur, entre autres, la photo, donc c'est une de tes plus grandes passions. J'aimais aussi la pellicule qui était comme, tu sais, noir et blanc. Ouais. Je trouve que c'est un côté artistique aussi qui est très, très, palpable pour moi, en tout cas, du moins. Puis, je trouve que tu as ton charisme, tu as une belle sensualité, je trouve, en tant que femme. Tu as un beau charisme aussi. Puis je trouvais que ta position était pas... tu sais, c'était sexy, mais ça franchissait pas la ligne pour moi. C'était de bon goût, c'était artistique. C'est ce que je pensais aussi, mais quand je me suis heurtée à 2-3 réflexions, j'ai voulu développer, évidemment, tu sais, parce que ça fait partie de ma nature de vouloir comprendre. Donc, puis j'ai posé la question autant à des hommes qu'à des femmes. Et c'est-tu plus des femmes qui t'ont dit que c'était comme sexy? Au début, oui. Non, oui, au début, en fait, les filles étaient pas pour que je mette ça en photo de profil. Pourquoi? Parce que, bon, on est obligé en tant que femme de se poser des questions des fois sur l'image qu'on dégage. Ouais. Puis les hommes m'ont tous dit, mais pas tous, parce que justement, ça s'est développé depuis, où ils m'ont dit, ben non, vas-y, elle est belle, cette photo-là. Moi, je vois absolument rien de sexuel là-dedans. C'est sensuel éventuellement, mais c'est pas sexuel. Puis c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question. Moi, je me la suis posée, est-ce que c'est too much ou est-ce que c'est trop pas assez?
Mais j'adorais cette photographie-là. Et comme dans ma démarche artistique, j'essaie d'aller chercher la personne qui elle est réellement. Ouais. Pourquoi est-ce que moi, j'oserais pas le faire pour moi-même? C'est ça. Sauf que ça m'a amené à une autre question. Oui, vas-y. J'aime ça. J'en ai 20 000. Ça m'a amené à 20 000 questions. C'est parti dans tous les sens, cette conversation-là. Et ça m'a amené à une autre question, c'est comment est-ce qu'on choisit une photo de profil? Oui. Pourquoi est-ce qu'on se limite à ne pas la mettre, une qu'on aime, par exemple? Comment on fait? Pourquoi est-ce que les filles... Finalement, pourquoi on s'empêche de le faire? Puis j'ai réalisé que souvent, c'est la peur du jugement. Exact. Parce que c'est vraiment ça. Par exemple, toi, ta photo de profil là, que j'ai envoyée, que j'ai faite de toi il y a peut-être 3-4 ans maintenant, à peu près, quelque chose comme ça. Pourquoi tu l'as choisi, cette photo-là? Parce que je pense que j'avais une énergie qui était différente de celle que les gens me connaissent, parce que j'étais un bout en train, je suis quelqu'un qui est très actif, qui est dynamique, qui a beaucoup d'énergie, donc, et je trouvais que ça m'amenait une image plus posée peut-être, une autre facette que moi je connais de moi, mais peut-être que les gens connaissent moins de moi. Et tu avais réussi à aller chercher dans mon regard, dans mon énergie sur photo, ce côté-là que j'aimais beaucoup. Donc, tu as eu un besoin d'affirmer un côté de ta personnalité. Exactement. Donc, en une seule image, oui. ta photo de profil... En fait, une photo de profil, ça sert à quoi? Ça sert, en fait, que c'est comme une nouvelle carte de visite. C'est une identité, là. C'est comme un portfolio. Mais en même temps, c'est aussi... Tu sais, les réseaux sociaux, c'est aussi, particulièrement Facebook, c'est aussi comme une espèce de journal de ta vie, de toi, de ta personnalité intime jusqu'à une certaine limite. On en reparlera peut-être. Mais je veux dire, c'est quand même c'est ta personnalité qui ressort. Moi, c'est mon travail, ma personnalité qui ressort à travers tout ça. Et quand tu as voulu choisir cette photo-là, tu as voulu marquer quelque chose. Oui. Donc, il y avait une réflexion dans tout ça. Exact. Moi, quand j'ai mis cette photo-là de profil, d'ailleurs, je l'ai mis hier juste pour voir les réactions, si ça concordait. Et j'ai été très surprise de voir que beaucoup de femmes m'ont dit « Wow, bravo ». Puis beaucoup m'ont écrit en privé pour me dire « J'aime ça, ton courage, ton guts. » Moi, j'aurais pas eu le guts de faire ça, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit ça? Il y en a qui m'ont dit « Je travaille là-dessus ». Il n'y en a aucune qui m'a dit « J'aurais pas eu guts ». Mais je dis pas qu'il y en a qui ne l'ont pas pensé. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'il faut réaliser qu'à un moment donné, étant donné que les perceptions des gens changent tout le temps, puis que ça dépend de tout dans le monde. Si moi, je mets une photo comme ça et que ça dérange certaines personnes, est-ce que j'ai réellement envie d'avoir ces personnes-là dans ma vie? Ouais, est-ce que ça correspond avec ma mentalité? Est-ce que les... C'est sûr que, tu sais, moi, je suis photographe, je travaille pas... J'ai pas une job régulière je travaille pas au gouvernement, par exemple. Ouais. Ou... Mais c'est peut-être de choisir aussi les endroits où on les expose, ces photos-là. Aussi sur Facebook ou sur Instagram, qui est peut-être plus un média social dédié à l'image aussi, Instagram, par exemple. Par exemple, mais tu vois, par exemple, pour finir l'idée, c'est que si je travaillais dans un milieu plus conventionnel, par exemple, bien, les gens qui regarderaient ça, c'est sûr que moi, j'irais pas mettre ça. En tout cas, pas public. Ouais. Mais je suis une artiste, je suis une photographe, je cherche l'être humain, je me pose 20 000 questions. Tous les artistes se posent 20 000 questions et notre art est connecté à notre vie. Donc, veut pas, tout ça se rejoint. Donc, c'est sûr que... C'était quoi déjà la question? C'était comment qu'on choisit notamment la photo pour l'attribuer, tu sais, par exemple, à un profil sur Facebook ou c'est-à-dire à la mettre sur une plateforme quelconque. Comment bien déceler, distinguer la bonne photo applicable dans telle ou telle plateforme, par exemple. Et pourquoi la choisir aussi, celle-là, par exemple, aussi parce que parfois, on a plusieurs choix aussi. Quand on a un shooting photo, on se fait envoyer les ébauches, je vais le dire comme ça, et les photos qui ne sont pas travaillées, retravaillées. Là. Alors, ça aussi, c'est une autre chose. Là. Écoute, je vais parler pour moi. Dans mon cas à moi, j'ai une page professionnelle qui est Zara Maude Images. J'ai un compte Instagram qui est Zara Maude. Puis j'ai mon compte personnel public dans lequel je mettais mes photos avant, qui s'appelle juste Zara Maude. OK? Et étant donné que j'ai une page professionnelle puis que j'ai un compte Instagram, est-ce que dans ma page, mon compte plutôt, est-ce que dans mon compte, je peux juste mettre une photo qui me corresponde, qui est un petit peu plus... qui pourrait peut-être... Politiquement correct, peut-être? Oui, je pense pas aller dans... Je suis pas une fille vulgaire, je pense pas aller dans la vulgarité. J'aime pas, selon moi. Et maintenant, la vulgarité, c'est relatif encore. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus... qui va aller avec ma mentalité, ma connexion, puis justement, peut-être un besoin d'affirmation sur certaines choses. Et dans le cas de la photo de profil que j'ai mis là, c'était pour tester aussi mes propres limites et voir, et de l'assumer. Est-ce que je l'assumais, cette photo-là? Mais totalement...
Puis on saura y revenir parce que là, le temps, il en reste, il en reste plus beaucoup, mais on jase, puis j'adore ça. Mais je nous impose un sujet éventuel aussi bon, ça pourra faire parmi de sujets de discussion de plein d'autres, mais de savoir aussi le choix des photos, c'est une chose, mais aussi l'ère dans laquelle on est aussi peut aussi avoir une incidence sur le choix de nos photos et sur également le résultat des photos également. Tu comprends ce que je veux dire? Aussi, on est en ère pandémique. Est-ce qu'il n'y a pas des choix qui sont plus inappropriés, plus appropriés selon les cas aussi? Bien, justement, parce que tu vois, justement, la dernière chose que je voulais dire, c'est quelles sont les conséquences d'avoir mis une photo de profil qui peut éventuellement sortir un peu des normes. C'est justement, tu vas transcender une peur. Mais est-ce que les gens autour de toi, c'est important vraiment ce qu'ils pensent de ça, ou est-ce que tu peux aller chercher plus loin encore? Se confronter à ses peurs, je pense que c'est une bonne façon avec la photographie. Tout à fait. Et tu es une des meilleures pour nous y guider. À très bientôt, ma chère Sarah Maud. Mais à très bientôt, Alex! Beaucoup de matière, beaucoup de films qui sont attendus cet automne, dont ces deux films qu'on va parler avec Nicolas Vincent Poirier, qu'on trouve. Salut! Salut, Alex! Venom, et bien sûr, on va parler de James Bond aussi dans cette chronique. On va condenser le tout, on aura le temps. Venom, le premier en 2018, n'avait pas nécessairement plu à la critique. Est-ce que ce deuxième va plaire à la critique, selon toi? Écoute, c'est un film qui est pas mal égal au premier. Bien, on se rappelle, le premier, le Venom, on dirait que c'est un film qui aurait dû être fait il y a environ 15 ans, même 20 ans. Dans les années 90, Venom aurait révolutionné les films de super-héros. Un peu comme Iron Man l'a fait en 2008. Si on prend le film Iron Man de 2008 et on le ferait maintenant, ça serait pas très bon, on s'entend. Exact, oui, je suis d'accord avec toi là. C'est ça, mais bon, il y a la nostalgie, il y a tout ce que ce premier film-là a apporté. Et puis Venom, bon, oui, ça a un look de film qui aurait dû être fait de l'environ 20 ans, mais le premier, c'est un film qui s'assume pleinement. C'est pas de nous faire croire que c'est quelque chose de plus, là. C'est quelque chose d'artistique où ça va amener... non, du tout. Est-ce que, premièrement, je t'interromps, je m'excuse, mais est-ce que, premièrement, le personnage de Venom est assez connu et assez fort aussi, à la base, là, auprès de la population, pour attirer des gens en salle? Oui, moi, je pense que oui. Le box-office du premier l'a démontré. Mais aussi, bon, pour ceux qui ne sont pas amateurs de BD, il y a eu les dessins animés dans les années 90 et 2000 de Spider-Man, et il y a Venom dedans aussi. Donc, à un moment donné, c'est sûr que les gens... tu sais, puis aussi, en 2007, le troisième Spider-Man, il y a eu Venom dedans. Donc, c'est un personnage que la plupart des gens connaissent, mais vraiment, Tom Hardy, c'est lui qui fait la différence dans ce film-là. Sans lui, sa performance, le film serait... encore plus moyen, mettons. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi impliqué dans le processus de scénarisation? Je pense, je lisais ça également. Hein? Dans le deuxième, oui, il a été impliqué. À quel niveau, on le sait pas. C'est lui qui a trouvé une partie de l'histoire. Et dans celui-ci, eh bien, il y a le méchant Carnage qui est introduit dans le film, et les fans l'attendaient depuis... assez longtemps, disons, et c'est Woody Harrelson qui l'interprète. Juste pour voir Woody Harrelson au cinéma, moi, j'y vais toujours. Moi, j'accours toujours pour voir ce dernier-là, cet acteur-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Écoute, il est très bon, Woody Harrelson, et dans ce film-ci, écoute, le deuxième est vraiment égal au premier. Là. Si on s'attend à quelque chose de plus, non, il n'y a absolument rien. Je dirais que le film est un petit peu plus drôle que le deuxième, que le premier. C'est comme une sorte de dialogue entre les deux, tu sais, le bien et le mal, quasiment. C'est ça. C'est quelque chose qui s'assume beaucoup, et c'est très bien comme ça, parce que Tom Hardy, bon, il est excellent également dans ce deuxième volet-ci. Woody Harrelson également. Et c'est un film qui est très court, là. 97 minutes. Ça fait depuis le film Fantastic Four en 2007 qu'on n'a pas vu un film de super-héros aussi court que ça. Là. Je veux dire, 1h30. Dans le cas de Fantastic Four, on se doute qu'il y a plusieurs raisons. Pas juste pour qu'il est court, parce que c'était pas très bon. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais par contre, si on en revient à Venom, pour toi, est-ce que c'est à classer dans un bon divertissement sans plus, selon ta perception? Ah oui, c'est un plaisir coupable. Non, vas-y, continue. C'est un plaisir coupable, et bien, je ne vais pas spoiler rien du tout, mais pour ceux qui ont vu le film et qui ont vu la scène, disons, après le générique,
Disons que Venom va énormément changer dans l'avenir. Je ne dirai pas pourquoi. Donc, c'est un prélude peut-être à mettre un troisième film, parce que... Ah, c'est sûr et certain. Oui. Ah, ce genre de film-là, c'est pas compliqué. Il va en avoir tant et aussi longtemps que l'argent est au rendez-vous. C'est tout. J'ai hâte de voir, C'est tout. Mais regarde, c'est un bon divertissement, mais quelque chose que je n'ai pas aimé, c'est que Carnage, le personnage de Carnage, c'est un tueur en série qui reçoit un peu de Venom et qui se transforme en gros méchant. Et dans la bande dessinée, on s'entend, c'est un tueur en série. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il tue du monde. Ouais. Bon. Et maintenant, les films de super-héros au cinéma, on a vu Deadpool qui est 16 ans et plus, et ça fonctionne. Pourquoi ne pas avoir mis ce film-là 16 ans et plus? Parce que Carnage, qui est un tueur en série qui ne tue pas vraiment ou qui tue de façon à ce que ça puisse plaire pour la famille, parce que c'est un film classé général 13 ans et plus, ça n'a pas vraiment de sens. L'erreur... C'est assez violent, là, oui, on se le dire, là, pour un 13 ans, là, un jeune de 13 ans. C'est assez violent. Écoute, j'ai vu des choses pires que ça pour 13 ans et plus. Là, c'est pas... Tu sais, c'est de la violence suggérée. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a le 13 ans un peu plus... Tu sais, nous, à notre époque, le 13 ans était différent que maintenant. Dans le sens que je trouve que ça, c'est ma perception peut-être, là, de vieux mononcle dans la jeune trentaine, mais je trouve que la violence, les cas de nudité, on voyait à peine une cuisse, puis ils mettaient 13 ans et plus. Maintenant, il y a plein de... Tu comprends? On voit beaucoup plus, autant pour la violence ou pour la sexualité, on en voit beaucoup plus. Puis le saut de 13 ans est mis quand même, puis quand ça prendrait peut-être du 16 ans. Là. Ça, c'est un autre débat, peut-être, tu me diras. Venom, ça prend pas 16 ans. Je te le garantis. J'ai pas vu le deuxième encore, mec. Ah, le premier ou le deuxième, mais c'est l'erreur de cette franchise-là. Il aurait dû mettre ça à 16 ans et plus parce que à la base le concept de Venom, c'est pas c'est pas toute la famille un samedi qui va aller voir Venom là. C'est pas c'est un peu le même principe que Deadpool là. Ils ont bien fait de mettre ça 16 ans et plus. Venom, mais pourquoi? Mais sinon, c'est très bon et c'est Andy Serkis qui réalise ce film-ci. Il a fait Mowgli entre autres. Andy Serkis, c'est sa première réalisation. Oui. Puis il a fait, c'est pas compliqué, il y a Gollum, Seigneur des Anneaux, c'était lui. Elle joue dans Mowgli aussi. C'est ça. King Kong, c'était lui. Snoke dans Star Wars, c'était lui aussi. Donc, c'est un grand comédien qui réalise pour la première fois. Puis la réalisation est très bonne. C'est vrai qu'elle est très bonne, mais c'est à voir, parce que je veux qu'on prenne encore de notre temps. Tu vois mon visage qui te dit oui, James Bond. Enchaîne tu James Bond, mon tabarouette. On y va parce que ça me tente. Je voudrais pas mon plaisir. Tu sais, ça fait à peu près 3 semaines que je te parle de James Bond. Ça fait 1 an que je te dis c'est reconduit, puis on a changé la date. Puis là, enfin, on peut le voir depuis le 8 octobre dans les salles obscures. No Time to Die. Quel film! Quel personnage, ça, James Bond et Daniel Craig. C'est ça. Moi, c'est un film que j'ai pas vu, mais que je vais en parler la semaine prochaine. Mais c'est un film, ça fait 2 ans qu'on l'attend. Ce film-là, un an et demi, 2... Non, 1 an. 1 an. Ça fait tellement longtemps, je me rappelle. Je pense qu'on en parle, oui. Avril 2020, 1 an et demi. Mais je veux t'entendre sur... Je comprends qu'on va attendre, que tu vas attendre de le voir avant de nous en parler davantage, mais si on prend Daniel Craig, qui en a son dernier film, d'ailleurs, il a reçu 25 millions seulement comme cachet pour celui-là, je dis seulement, mais bon. Ah, 25. Non, ça va être un petit peu plus. Ça va être un petit peu plus, tu penses? Ah oui. Mais en tout cas, dévoilé comme chiffre, c'était 25 millions officiellement. Mais donc, Daniel Craig... Est-ce que tu le mets où dans la hiérarchie de ceux qui ont enfilé les habits de 007? Est-ce que, selon toi, il est le meilleur? Il est dans le top 3? Comment, toi, ta préférence? Moi, ma préférence, écoute, pour moi, c'est... je vais pas dire c'est le meilleur parce que, Sean Connery, mais... il est excellent, là. Je dirais, oublie Sean Connery, pour moi, c'est le meilleur. Mais je pense que c'est difficile, parce que Sean Connery, c'est lui qui était le premier à l'incarner. Il a comme donné les règles de noblesse un peu de base. Et par la suite, les autres qui ont suivi ont eu de la misère peut-être un peu à s'émanciper puis à être capable d'incarner, s'approprier. Roger Moore était très bon. Oui. Timothy Dalton aussi était très bon là-dedans, même s'il en a juste fait 2, je pense. Mais pour Daniel Craig, quand on a annoncé que ça allait être Daniel Craig, le prochain James Bond, écoute, la haine qu'il a reçue, presque personne n'était d'accord. Un blond aux yeux bleus qui fait James Bond, ça n'a aucun bon sens. Et ça a duré des mois et des mois jusqu'à ce qu'enfin le film sorte et on comprenne que, oui, c'est un très bon James Bond. Donc, tu mets ça ensemble. Pour moi,
c'est le meilleur James Bond parce qu'il y avait beaucoup de choses contre lui, entre autres blond aux yeux bleus. Oui. Puis, il y a le fait aussi que, pour moi, le gars n'était pas découpé au couteau, n'est pas immensément grand, pas costaud, a dû s'entraîner. Puis, c'est un James Bond beaucoup plus près de ses émotions. On a davantage appris à travers les films de Daniel Craig, la jeunesse de James Bond, ses origines, un gars qui était quand même amoureux, qui avait des émotions, et aussi, ne serait-ce que dans ses différentes enquêtes ou différents films, il se faisait varger, excuse-moi, mais il se faisait varger dessus. Et il n'y avait pas des gadgets pleins dans son char comme Pierce Brosnan ou à une autre époque d'autres pour se défendre. C'était ni plus ni moins qu'avec son intelligence et ses bras et tout ça. Tu sais. Pierce Brosnan représente les années 90. Il y a une place spéciale dans mon cœur, Pierce Brosnan, pour les James Bond qu'il a interprété. Lui, c'est les années 90, c'est lui et c'est parfait. Moi, c'est juste ça. Pour le 64 avec GoldenEye. Moi, c'est juste ça. c'est juste ça. Sinon, rien d'autre. Rien d'autre. Ah, même pas GoldenEye? Ah, à peine. Mais c'est parce que je trouve qu'on jouait plus sur... Excusez-moi l'espagnol, mais sur le fame, sur le charisme. On jouait moins sur les talents d'action, le talent d'acteur, je trouve sur aussi l'aspect humain. J'y reviens à ça, la vulnérabilité du personnage de James Bond. Alors ça vient plus me chercher. Donc c'est pour ça que j'adhère plus à ceux de Daniel Craig, qui, je pense, vont aussi mieux vieillir dans le temps que certains avec Roger Moore. Oui, mais vraiment, c'est des films de James Bond qui vieillissent mal, comme certains de Roger Moore, ou Pierce Brosnan. C'est plus nostalgique, disons. Ouais. Moi, c'est ce côté-là que j'aime de ces films-là. Mais Daniel Craig, écoute, il est excellent. C'est son dernier James Bond. Je trouve ça dommage, mais en même temps, il le dit, le nombre de fois qu'il s'est blessé, je pense qu'il va te reconstruire l'épaule à cause d'une blessure, tout pour des James Bond. C'est, à un moment donné, oui, des acteurs comme ça ont des cascadeurs, ont des doublures, mais il y a beaucoup de scènes d'action qu'il doit faire lui-même. À un moment donné, dans la cinquantaine, il y a plein de gens dans la cinquantaine qui sont super en forme, mais ce que Daniel Craig doit faire... Peu de gens sont capables de le faire à la hauteur de ce que lui est capable de exactement. De faire comme et tout ce que ça demande, là, quand le film sort, là, c'est de la promotion internationale. Il fait le tour du monde là, pour aller faire la promotion de ce film-là. C'est sûr. Et ce sera en tout cas à voir, mais on dit qu'on ferme toutes les intrigues. On dit qu'on quitte un 2h30 très condensé de tout ce que vous avez vu dans les autres films. Vous allez avoir les réponses à toutes vos questions qui étaient laissées en suspens jusqu'à présent. C'est ce qu'on nous dit de ce film-là, No Time to Die. C'est d'ailleurs lui qui a pris le plus de martini dans tous les films. On les a comptés. Ah oui? Oui, c'est lui qui a pris le plus d'alcool dans les films. Ça a été répertorié, là, je ne me rappelle plus combien. Alors, ce sera à voir, mais j'ai un fantasme avec toi. Est-ce qu'on peut réaliser un fantasme, toi puis moi, en autant de chroniques depuis autant d'années? Vas-y. Parce que tu as l'habit en plus de James Bond, toi aussi. Les deux. J'ai le goût qu'on se fasse un... et d'ailleurs, notre ami Daniel va partir aussi la chanson thème pour nous quitter. Oui. Mais... On se fait ça? Regarde, je vais te dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Je ne suis pas un très bon chanteur. Chut, garde ça pour toi, OK? Garde ça pour toi. Mais tu sais, comme moi, faire James Bond comme toi, moi, ça m'intéresse pas vraiment. Okay. Ben, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce film-ci, No Time to Die, c'est un film un peu sur ma vie, parce que les scénaristes m'ont appelé, puis j'ai raconté ma vie. Ben, tu le sais. Ben, envoie ton CV, parce qu'on cherche quelqu'un pour ça, enfiler les habits de James Bond. Envoie-le, en plus, tu as le physique de l'emploi. Hey, un grand merci. Salut. Merci, Alex. Je vous remercie d'avoir été là. C'est toujours un grand plaisir de connaître vos motivations, vos suggestions, vos commentaires, des sujets que vous aimeriez qu'on traite ici à cette émission. Très simple, notre page Facebook est là à votre disposition, notre site Internet également, le tvrl.ca, tout aussi facile d'accès pour nous acheminer différents sujets. Je vous dis évidemment à très bientôt pour une autre émission. Et puis, n'oubliez pas, Bingo TV Laval, tous les dimanches, c'est à 9h30 qui suit la diffusion de cette émission. 3 500 $ à gagner, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Je vous dis à très bientôt.